Bien, bonjour tout le monde. Me voilà réuni avec un ami de longue date, on va dire ça comme ça, parce que ça fait effectivement un petit peu de temps qu'on se connaît. Euh, voilà, avant que l'on commence cette petite vidéo de partage, cette petite conversation, juste pour mettre un peu de contexte dans mes dires et mes propos, le but de cette conversation est de partager sur que ce soit nos disciplines, nos orientations professionnelles, ou tout simplement des choses que l'on a envie de dire de par nos études ou nos expériences vécues. Et le but de ce partage sera peut-être de faire en sorte à ce que ce contenu puisse être vu par le plus grand nombre, bien évidemment, mais l'essentiel est surtout qu'on va s'intéresser à des sujets qui peuvent être considérés par certains même comme arides, parce que soit ils découlent tout simplement de notre expérience, ou tout simplement ils découlent de notre orientation professionnelle ou académique. Donc voilà, moi je m'appelle André, je suis philosophe de formation et le but de cet entretien sera de discuter avec un ami de longue date, j'ai nommé John. Bonjour John. Bonjour André. Alors, qui es-tu en deux, trois mots? Euh, Vaste question. Je propose que l'on boive un petit verre avant de commencer. Je t'en prie. J'ai envie de commencer par une petite blague en disant qui es-tu? C'est une question à laquelle il est très difficile de répondre, qui fait l'objet de beaucoup de discussions dans certains cercles étudiants, le cercle des étudiants philosophiques, pour ne citer personne. Sinon, actuellement, je suis journaliste juridique pour les éditions Larcier. Je suis historien de formation, j'ai suivi un bachelier en droit, et là, je reprends des études en administration publique, tout en travaillant. C'est effectivement un vécu assez large quand même, mine de rien. C'est excellent. Alors, si j'ai décidé de t'inviter et que tu as si gentiment accepté mon invitation, c'est parce qu'en fait je me posais des questions notamment sur l'histoire et la portée même de ce qu'est la discipline historique, en ceci que soit on sait très bien ce que les historiens font et sont, soit on n'en sait rien. Il y a toujours une espèce d'extrême, de pôle extrême ou de position extrême, alors qu'en fait l'histoire, comme dans n'importe quelle autre discipline, qu'elle soit académique ou autre, est quand même constituée d'un spectre, d'un continu, de plusieurs écoles de pensée. Et j'aimerais démarrer cet entretien par la phrase de Thucydide, qui me semble intéressante, et tu vas me dire ce que toi tu en penses, tu constitueras notre point de départ. Et Thucydide dit, et je cite, « L'histoire est un perpétuel recommencement ». Ok. C'est vrai que c'est une impression que les gens ont très fréquemment. On pourrait faire le lien aujourd'hui avec cette période de crise, de montée de l'extrême droite, ou un lien qu'une certaine frange de la population politique a pu faire, que je n'approuve pas trop, concernant ces vagues de migrants qui menaceraient notre civilisation comme elles auraient, j'insiste sur le conditionnel, auraient mis en péril l'Empire romain, qui était déjà en train de s'effondrer depuis longtemps, et on peut aussi revenir sur la manière dont les Romains traitaient les colonisés, dirons-nous. Mais ici, je vais reprendre une formule d'une de mes professeurs à l'université qui disait « Non, l'histoire ne se répète pas, elle bégaye ». Je trouve que c'est beaucoup plus adéquat parce que forcément, et là je vais reprendre ma casquette qui correspond un peu plus à ma branche de l'histoire du temps présent. Alors j'ai commencé, c'est un de mes problèmes, je parle dans plein de trucs en même temps, mais je vais essayer de bien rester sur mon fil rouge. Mais du coup, l'histoire du temps présent, c'est la séquence de l'histoire qui étudie qui étudie, je vais y arriver, c'est la séquence de l'histoire qui s'intéresse aux acteurs encore vivants. Ça implique que, selon les périodes, on va faire revenir différentes choses qui ont préoccupé la société à un moment, qui sont un peu plus restées dans l'oubli et qui rejaillissent par la suite. On va penser notamment en France
à tout ce qui s'est passé autour de la rafle du Veldiv, de quelle place pour la collaboration, qui a fait beaucoup de bruit, par exemple, par rapport à certains amis de François Mitterrand, pour ne citer que ça. Mais donc, maintenant que j'ai expliqué tout ça, j'ai envie de dire que, à l'instar de ce qui nous intéresse dans l'histoire du temps présent, on voit vraiment qu'il y a toute une série de choses qui reviennent, des thèmes qui sont réabordés, des thèses qui sont reprises. On peut encore citer De Wever et les décisions de la région flamande de redévelopper toute une cinématographie liée sur le passé glorieux de la Flandre. On a cette tendance à vouloir repartir sur des éléments anciens pour s'appuyer dessus, pour justifier des politiques actuelles, pour évoquer des risques actuels, etc. Mais malgré tout, il faut bien garder en tête que ce ne sont pas les mêmes réalités. On peut voir des parallèles, on peut faire des liens, on peut trouver des caractéristiques communes, mais ce ne sont pas les mêmes réalités. Et ça, c'est une chose vraiment fondamentale à laquelle, avec tout le respect du monde que je puisse avoir pour Thucydide, sans qui l'histoire ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui, c'est quelque chose qu'à son niveau, je pense qu'il n'a pas su voir, parce que non, pour citer, il faut rendre à César ce qui lui appartient, pour citer Laurent von Ypperzel, l'histoire ne se répète pas, elle bégaye. Et puis, pour peut-être appuyer aussi ce que tu es en train de dire, j'ai quand même l'impression que c'était propre à la conception du temps de l'époque que de voir le temps, y compris le temps du récit, comme étant quelque chose de cyclique plutôt que quelque chose de linéaire, quelque chose à laquelle on pouvait établir des liens, faire des liens, voir plus on continue comment le temps, la narration, les événements s'inscrivaient, plutôt que justement à l'heure actuelle où on a déjà une conception du temps qui elle est différente. On sait qu'il n'y a pas qu'une seule ligne temporelle et une seule narration, il y a plusieurs. On sait qu'il y a plusieurs perspectives, on sait que ce qui se passe dans une zone géographique du monde ne se passe pas forcément dans une autre zone géographique du monde pour des causes justement, entre autres, de détermination historique, c'est-à-dire que peut-être que nous avons déjà passé une certaine époque dans laquelle certains événements se sont produits alors que dans d'autres zones géographiques, pour des raisons politiques et notamment historiques, eux ne sont pas encore arrivés à ce stade. Et donc, l'histoire, j'ai l'impression, du moins non seulement avec ce que tu viens de dire sur l'histoire des temps actuels, mais aussi sur l'histoire elle-même, c'est qu'elle est en perpétuelle continuité, mais aussi en perpétuelle construction. Oui. Oui, je suis plutôt d'accord avec ces dernières affirmations. J'aimerais bien revenir aussi sur un élément que tu as dit, qui est quand on discute avec les gens, c'est quelque chose qui revient très très souvent, quand on parle en particulier du Moyen-Orient, qui est cette idée selon laquelle ce ne sont pas mes mots et ce n'est pas ce que je pense, selon laquelle les habitants du Moyen-Orient sont attardés par rapport à l'Occident, parce qu'ils n'auraient pas passé certaines étapes ou quoi, ce qui correspond aussi à la manière dont la presse occidentale a présenté ce qu'elle a appelé le printemps arabe, qui n'a pas donné lieu à ce que toujours la presse occidentale s'attendait à voir se produire comme le printemps des peuples en Europe. Et je pense qu'elle a aussi une grosse importance, qui est celle de... Je ne l'ai pas précisé tantôt, mais j'ai aussi été prof de philosophie et citoyenneté pendant tout un moment. Et je vais reprendre ce que je faisais noter comme matière vue très souvent à mes élèves. Il y a ce problème que parfois en Occident, et l'historiographie occidentale elle-même, a tendance à ne pas voir à travers les yeux de l'autre. On a énormément tendance à regarder le monde qui nous entoure, les zones géographiques qui nous entourent. Et le problème se pose aussi actuellement par rapport à la manière dont on regarde la Russie, qui pose énormément de questions parce qu'au final, on ne comprend pas tous les enjeux de la Russie. On regarde beaucoup les enjeux européens, ce qui pourrait se passer, mais on ne sait pas ce qui se passe dans la tête de M. Poutine. Je pense que même le Russe lambda ne sait pas ce qui se passe dans la tête de M. Poutine. Mais bref, je pense qu'il y a tout un cadre, ne fût-ce que culturel, tout un cadre mémoriel qui est là, auquel on n'a pas accès. Et par rapport, pour revenir au Moyen-Orient, je pense qu'on a vraiment ces difficultés en tant qu'occidentaux à comprendre leur réalité d'une part
en termes de dimension religieuse, mais aussi politique. Il se passe là des choses très très différentes. Je vais prendre un exemple très concret. Pour nous, en Europe, on a systématiquement un chef d'État, un chef de gouvernement qui dirige le tout. Si on fait la comparaison avec l'Iran, pour ne citer qu'un seul État, on se retrouve avec un chef d'État, un chef de gouvernement et un chef religieux qui va avoir son influence sur le tout. Après, on pourra insister sur différentes particularités, le chef religieux actuel étant un ancien président de l'Iran, mais ça implique une série de dimensions particulières, d'autant plus pour aborder à la fois le cas de la Russie et le cas de l'Iran. On se trouve dans des situations où ce sont deux États qui ont connu une grosse révolution à des périodes différentes, mais qui depuis continuent à essayer d'établir des choses, créer un équilibre. En bien ou en mal, je ne prends pas position ici dessus, mais force est de constater que cet équilibre, ils essaient de le trouver avec des moyens qui sont les leurs, des réalités qui sont les leurs, toujours en se positionnant, avec cette question, on se positionne par rapport à l'Occident ou pas. Est-ce que l'Occident peut nous apporter des choses ou pas? Est-ce que nos valeurs, nos traditions sont supérieures ou pas? Comment on s'établit par rapport à ça? Mais en même temps, différentes mesures entraînent une série de choses. Du coup, je dirais non pas qu'ils sont en retard par rapport à nous. Je pense que ce serait une grosse insulte à faire à tous ces États, toutes ces cultures, toutes ces civilisations non européennes, mais qu'ils essaient de se trouver à leur manière, qui n'est pas la nôtre, en lien, en opposition avec la nôtre. Et je pense que c'est peut-être justement ces mouvements d'opposition par rapport à notre civilisation qui peuvent nous choquer, parce que dans notre esprit, on se dit, c'est l'aboutissement suprême, il faut absolument aller vers ça, mais peut-être pas. Peut-être qu'il y a plusieurs voies possibles, et toutes mes excuses à mon très cher Hegel, mais peut-être qu'il y a plusieurs fins possibles à l'histoire. Donc il n'y aurait pas une seule fin à l'histoire, si je t'entends bien. Cette idée selon laquelle on aboutirait à un sens de l'histoire ou à une seule fin de l'histoire. Oui. C'est très intéressant ce que tu viens de dire et je pense que surtout ça nuance beaucoup les propos que l'on peut avoir d'une part et d'autre du spectre, parce qu'en effet, la nuance de nos jours, et ça c'est quelque chose que j'observe en tant que philosophe, c'est que je remarque que, et là je vais faire un petit peu de conception philosophique et je m'en excuse aux esprits qui n'auraient pas cette formation, je vais essayer d'être le plus clair possible. La nuance par nature va enlever de la force à la vérité. C'est-à-dire que quand je dis que quelque chose n'est ni blanc ni noir et que je vais dire qu'il y a des nuances de gris entre le spectre du blanc et le spectre du noir, je vais rajouter de la nuance. La nuance sert à préciser mes propos et à ne pas prendre parti pour un extrême précis de ce spectre, en ceci que la vie, notre quotidien, les événements qui nous entourent ne sont jamais à la fois une chose et à la fois son opposé. Ils sont quelque part entre les deux, de temps en temps plus blanc, de temps en temps plus noir et de temps à autre encore plus gris. Et donc la nuance elle-même se voit et se configure comme étant une espèce de mesure de la précision, mais qui, en plus de cela, enlève de la force à la vérité. C'est ce qui est assez contre-intuitif, puisque en essayant d'établir plus de vérité, on finit par l'affaiblir. Et c'est là que viendra ma question. Désolé pour cette digression, mais elle était nécessaire. Est-ce que l'histoire, justement, n'aide pas davantage à trouver de la nuance dans les événements où justement les individus communs, le citoyen lambda, auraient tendance à s'enflammer parce que soit ils voient la réalité blanche ou la réalité noire, etc. etc. Donc est-ce que, en gros, la question c'est, est-ce que l'histoire est responsable ou serait responsable de rajouter de la nuance dans la lecture des événements? C'est une grosse question, ou plutôt c'est plusieurs grosses questions emboîtées. Tout d'abord, j'ai envie de faire une première division. Enfin, on voit aussi le bagage de juriste qui est de vouloir absolument diviser les choses. Mais je dirais qu'il faut commencer par faire la distinction entre histoire et mémoire. Là, je pense notamment, ceci n'est pas une publicité, mais je recommande très chaleureusement. J'ai dit que je le recommandais très chaleureusement. Le livre de Paul Ricoeur, L'histoire, les mémoires, l'oubli, qui expose ça d'une manière absolument magnifique,
qui est un non-historien, mais qui donne un regard sur l'histoire absolument fondamentale, qui, selon moi, est vraiment à lire absolument. C'est qu'il y a l'histoire en tant que discipline scientifique, donc le récit du vécu passé par les hommes en société, bref, et de l'autre côté, il y a ce que communément on va plus appeler l'histoire aussi, mais qui en fait va plutôt se rattacher à la mémoire, qui est, et ça fait un lien intéressant avec ce que je disais au tout début, qui est la mémoire, qui est ce qu'on va garder, ce qui va rejaillir, ce qu'on va vouloir défendre un peu plus, ce qui va un peu plus animer les sentiments. L'histoire, en tant que discipline scientifique, ne se veut détacher des sentiments. Après, on va toujours dire que l'historien se doit d'écrire avec une certaine empathie pour les êtres humains dont il parle. Malgré tout, c'est le propre de la mémoire de vouloir être beaucoup plus partisan. Ici, je parlais tantôt de la Flandre. Là, on voit justement ce besoin de dire non, mais la Flandre, elle était grande, la Flandre s'est opposée à la France s'est opposée à la grande France. Attention, c'est quand même pas négligeable. À quoi ça sert aujourd'hui? Surtout si on pense notamment à la bataille des Éperons d'Or, il n'y avait pas spécialement que des Flamands ou à minima des néerlandophones qui participaient à la bataille. Bon, c'était une fameuse alliance contre le pouvoir royal français, neutralité. Je ne suis pas toujours neutre quand il s'agit du passé de la France, mais passons. Bref, sans doute mes origines flamandes qui jouent là-dedans. Je ne sais pas. Peut-être que la mémoire m'envahit un peu trop aussi. Mais tout ça pour dire que ça mène à une certaine instrumentalisation et on sort de l'histoire en tant que discipline scientifique. Et on voit que dans le discours politique ou autre, il y a cet intérêt, qu'il soit électoral ou autre. Ça peut être tout simplement un intérêt de bien garder un groupe uni, de se renforcer, de se sentir plus fort. Je parlais tantôt de l'Iran, ce n'est pas pour rien. Mon épouse est iranienne, d'origine iranienne, reformulons comme ça. Et les Iraniens, ou Perses comme certains préfèrent être appelés, on voit très vite cette importance de la mémoire pour eux, de dire oui, mais dans le passé, nous avions ça, nous avons Cyrus II qui accomplit tellement de grandes choses, on parle de lui même dans les récits bibliques, c'est quand même vraiment fondamental, c'est un grand homme sans qui l'histoire même de l'Europe n'aurait pas pu se faire, etc. Et je vais me faire frapper par ma belle famille, mais autant, c'est vrai, la culture perse a amené énormément de choses au monde, et quand les Iraniens disent que les Perses sont à l'origine de tout, c'est pas totalement vrai, mais c'est pas totalement faux non plus. À quoi ça leur sert de raconter ça, même si c'est pas totalement vrai ou totalement faux? Ça renforce leur identité, ça leur permet de se sentir plus fort, d'autant plus, vu ce qui se passe en Iran, vu toute la diaspora iranienne, ça leur permet de se dire, ok, on a quitté le pays pour des raisons X ou Y, mais nous, en tant que Perses, on a quand même une certaine importance. On a peut-être été maltraité, on n'est peut-être pas d'accord avec ce qui se passe au pays. Je fais très très attention à ce que je dis pour ne pas heurter certaines sensibilités, mais malgré tout, que ce soit ceux qui sont restés au pays, ceux qui sont partis, on est unis par cette mémoire de la grandeur perse, qui est absolument considérable. Et là, on voit tout cet intérêt aussi de on est fort, on est bien, on vit peut-être pas super bien, on vit peut-être des choses difficiles, mais on est perse, on peut être fier de ça. Le danger, on le sent très très vite, d'autant plus ici en Occident, vu ce qui s'est passé il y a quelques décennies en Allemagne et par conséquent dans un peu toute l'Europe, c'est la montée des mouvements fascistes et nazis, et encore la crainte aujourd'hui de ces mouvements néo-nazis ou néo-fascistes. On voit quel danger peut prendre la mémoire aussi, dans le sens où ça a poussé à cette exaltation de cette mémoire glorieuse, de cette identité, ces grandes racines dont il faut être fier, mais qu'on essaie d'écraser. Ce qui peut être vrai pour d'autres situations aussi, ça présente aussi des dangers. C'est là que l'histoire a son importance en termes de nuances,
Et on l'a très très bien senti dans le cadre de la dernière campagne électorale française, pour les présidentielles, je veux dire, avec ce collectif d'historiens qui se sont rassemblés pour débunker les thèses d'Éric Zemmour. Là, il s'est vraiment passé quelque chose de super intéressant, parce que justement, on a cette tendance à se dire, oui, mais les historiens sont éloignés du monde, ok, ils ont des super connaissances, ils ont accès à plein de trucs, mais déjà, l'histoire, qui ça intéresse? Et là... C'est vrai qu'il y a toujours eu, désolé de te couper, mais c'est vrai qu'il y a toujours eu ce regard réticent vis-à-vis de l'histoire. Oui, ces gars-là, ils savent que des dates par cœur, ils ont accès à des encyclopédies, ils ont accès à tout un ensemble d'informations que d'autres n'ont pas. Ils connaissent ces fameuses nuances, mais comme tu l'as si bien dit, déjà tu dis le mot histoire dans sa globalité, ça va faire dormir la moitié d'une salle. Si tu commences en plus à rentrer dans les détails, alors tu peux être sûr de les avoir, je dis bien a priori et de manière stéréotypée, d'avoir perdu ton audimat. Oui. On n'aura pas fait beaucoup de vues, c'est pas grave. Mais non, justement, c'est là-dedans que ce collectif s'est illustré de manière super intéressante. Et je me surprends très, très positivement à découvrir de plus en plus sur YouTube, par exemple, une série de personnes qui prennent à cœur de remettre la vérité historique au centre, de dire certains disent ça, mais quand même, il faut être attentif. Certains vont apporter des éléments historiques, d'autres des éléments juridiques ou autres. Mais on est vraiment dans une mouvance assez intéressante où on a vraiment à cœur, je pense qu'on se rend tous un peu compte qu'on est très très fort entouré de fake news, pas dans le sens où un certain ancien président américain aime l'utiliser pour écarter tout ce qui ne va pas dans le sens de la vérité qu'il aimerait diffuser autour de lui, mais il y a vraiment ce souci de dire oui, alors il y a des gens qui disent ça, mais c'est pas vrai. Attention, il y a des dangers. En vrai, ça s'est très fort vu aussi avec toute la problématique du Covid, avec la communauté scientifique. Il y a plein de choses qui sont véhiculées et les gens se rendent compte qu'on nous raconte plein de choses qui ne vont pas et on a besoin de vérité. Et je trouve que là, justement, on a un rôle essentiel à mes yeux des historiens que ce collectif avait produit concernant Éric Zemmour, c'est que l'historien doit prendre place dans la vie publique, sortir des auditoires pour dire « écoutez, on ne va pas vous embêter avec 50 000 considérations, 50 000 nuances, mais il faut quand même savoir ça, ça, ça. » Ce sont des repères, quoi. Tout à fait. Je pense que c'est vraiment fondamental, et je sais que beaucoup d'historiens vont dire, et que là je vais peut-être me faire des ennemis, que non, justement, l'histoire ne doit pas rentrer dans ces conflits partisans, mais je ne suis pas d'accord. L'historien a un rôle, que ce soit par rapport à tout le financement de l'État dans nos études, dans la recherche et compagnie, je pense que c'est vraiment de notre responsabilité. On développe des compétences pour appliquer grande création. C'est peut-être une des seules grandes créations des historiens, mais la critique de l'information, c'est absolument fondamental. La fameuse critique historique. Tout à fait. Ça permet de beaucoup remettre les choses en perspective. Je l'utilisais massivement aussi avec mes élèves. C'est pas tel quel dans le programme de philo-citoyenneté, je suis d'accord. Surtout en deuxième secondaire, je suis d'accord. Mais je le faisais quand même. Parce que les élèves étaient demandeurs de ça. Les élèves avaient besoin de ça, de beaucoup de repères. Parce qu'ils sont bombardés d'informations partout, tout le temps. Et pas forcément leur dire, écoutez, ça c'est vrai, ça c'est pas vrai, mais leur donner les outils pour dire, ah, là je pense qu'on essaie de me faire penser ça. Peut-être que la personne n'est pas si compétente que ça. Peut-être que la personne elle-même est influencée par d'autres idéologies. Ne fût-ce que diffuser ces outils pour permettre aux gens d'être plus acteurs dans leur réception de l'information et ne pas être esclaves de ce flot continu permanent et qui va dans tous les sens, qui nous entoure aujourd'hui. Parce que c'est le cas, c'est peut-être la grosse difficulté. Là aussi, je m'emballe, mais c'est un sujet qui me touche vraiment beaucoup. C'est l'endroit pour. Merci. Mais souvent, on entend les générations plus anciennes dire «
oui, les jeunes ne sont plus au courant de ce qui se passe, ils ne sont pas informés de notre temps. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord parce que les canaux d'information sont démultipliés. Tout le monde peut informer dans tous les sens, à tout bout de champ. Et que ce soit sur les applications TikTok ou autres que les enfants et les adolescents adorent fréquenter, l'information est partout. Avant, c'est de demander une démarche pour accéder à l'information. Maintenant, nous sommes bombardés. Et si on n'investit pas massivement pour donner ces outils, et c'est là, je pense, encore une fois, que les historiens ont leur rôle à apporter, pas uniquement en termes de connaissances, mais aussi en termes de méthode, pour aider, en fait, les gens à devenir acteurs de réception d'informations, on peut changer énormément les choses. On peut contribuer à une meilleure société avec des gens qui vont veiller à être informés correctement, à poser des choix convenables en tant que citoyens qui, d'une manière ou d'une autre, vont devoir prendre des décisions pour l'avenir de la société dans laquelle ils vivent. Je pense au vote qui, pour nous Belges, est obligatoire. Comment peut-on se dire le droit de vote, enfin le vote est obligatoire et on va laisser les gens partir sur des mauvaises interprétations ou quoi, on va les laisser livrer à eux-mêmes, ce qui est un peu le cas en fait, sans leur donner les outils pour critiquer ce qu'on leur propose, pour comprendre ce qu'on leur propose. Et partant de là, c'est une porte ouverte à tous les extrêmes, à tous les grossissements de l'information possibles et imaginables. Et pour revenir à ce que tu disais, j'ai fait une grande boucle, je suis désolé, c'est une habitude très très historienne, mais c'est ça qui mène à une volonté de supprimer aussi les nuances, parce qu'au bout d'un moment, on a tellement d'informations, on veut des choses très claires, mais pas forcément des choses nuancées, et ça nous amène à facilement aller écouter, et même pour moi, je dois le reconnaître très très humblement, c'est tendance à aller écouter quelque chose de parfois très caricatural, mais parce que c'est plus facile à recevoir dans tout ce flot énorme d'informations qu'on reçoit à la seconde. J'adhère à ce que tu viens de dire. Tout ce que tu viens de mentionner au long de ton discours m'a fait penser à plusieurs idées. Une première d'entre elles, c'est, tu as dit, les individus cherchent la vérité ou ont besoin qu'on leur livre du moins une forme de vérité, qui serait pour l'occurrence la vérité historique, ou en tout cas des repères historiques précis et donc avérés, vérifiés. Peut-être pas vrai, mais en tout cas vérifier l'exactitude maximale que l'on puisse avoir. Et donc, par là, on en déduirait une vérité historique. Ça vient de me faire penser à une phrase très connue et très idiomatique du monde anglo-saxon qui était « The truth will set you free ». La vérité te libérera. On voit quand même qu'il y a quelque chose de l'ordre de la libération et quand même de l'ordre de « Ok, je sais, maintenant je sais ». Le fait de savoir, d'avoir ces connaissances historiques, nous rassure par rapport à notre présent, mais aussi à notre passé, et quelque part aussi vis-à-vis de notre futur, parce qu'on sait que même la manière de lire ces trois temps sont différents en histoire. On sait aussi que celui qui connaît le passé connaît davantage le présent, et donc peut mieux préparer son avenir. Mais il y a aussi la situation dans laquelle, si le passé n'est pas clair, le présent est désorganisé et chaotique, et le futur est davantage plus inconnu, déjà qu'il est inconnu par nature, sera d'autant plus inconnu et peut nous livrer à des variables parasites ou à des variables que l'on ne peut juste pas contrôler, qui interviendront dans l'inscription des événements futurs, ce qui peut représenter un fameux danger quand on n'a pas, non pas toute la vérité, non pas toutes les nuances, mais du moins les repères essentiels que tu mentionnais tantôt. Ça vient de me faire penser à cette idée-là. Ensuite, une deuxième chose qui m'a semblé assez intéressante, et on peut y revenir dessus, soit maintenant, soit par après, parce que je pense que ce dont on est en train de discuter peut aussi nous ramener à tout ça, c'est qu'au fait, tu as parlé juste à l'instant que tu faisais une grosse boucle et que c'était un réflexe historien. Mais au fait, cette boucle, en fin de compte, c'est pas tellement une boucle, mais plutôt un arc, et même un arc herméneutique, comme le disait ce fameux Ricoeur, qui lui, justement, quelque part, nous livre la méthode de l'historien, c'est-à-dire je connais pour mieux comprendre, et une fois que je comprends, je peux davantage connaître, et une fois que je connais davantage, je peux d'autant mieux comprendre. Et on est ainsi enclenché dans une forme de arc herméneutique qui ne serait pas tellement fermé, comme certains osent nous faire croire, ou en tout cas comme certains pourraient l'interpréter, mais qui justement est une condition d'ouverture au monde, en ceci que si je connais mieux et si je comprends mieux,
et que si connaître et comprendre vont de pair et s'auto-alimentent l'un et l'autre, le rapport de clarté par rapport au monde, le rapport d'exactitude par rapport au monde est saisi de manière d'autant plus forte et d'autant plus exacte. Et donc, on se retrouve davantage autour de repères communs, valeurs communes, etc. J'aimerais faire un point, si tu me le permets, John, toujours pour continuer dans l'histoire, mais cette fois-ci avec une autre phrase que je trouve, moi en tout cas, elle me pose problème, en ceci que je ne la comprends pas très bien, et je voulais juste entendre là-dessus pour savoir quel serait ton avis dessus. C'est une phrase de Marc Bloch, qui est la suivante. « C'est quand les hommes cessent d'être d'accord que leur histoire devient claire. » Ok. Vous avez 40 minutes. Je commencerai par dire que Marc Bloch n'a pas connu l'Europe. Et là, d'être d'accord sur le fait de ne pas être d'accord, moi je l'interprétais dans ce sens que un accord sur des réalités humaines complexes nécessite une complexité encore plus grande pour pouvoir l'expliquer, la restituer et compagnie. Et que c'est beaucoup plus facile de s'opposer les uns aux autres, c'est beaucoup plus clair, plus simple. C'est un peu ce que le grand maître Yoda qualifierait de plus facile, plus rapide. Mais justement, je pense que, et là, ayant pas mal œuvré dans les cercles d'études européennes, je pense qu'il y a encore quelque chose qu'on peut nuancer chez les propos de Marc Bloch, qui est un historien, je tiens quand même à le dire, fondamental, qui a contribué à révolutionner la discipline historique en l'ouvrant notamment davantage aux autres disciplines des sciences humaines et sociales, ce qui a aussi permis d'évoluer vers la discipline de l'histoire qu'on connaît aujourd'hui, qui ne soit pas, comme certains pouvaient le faire précédemment, des chroniques du passé. Chronique, c'est quelque chose qui a tendance à être vu de manière assez négative par toute une frange des historiens, parce que Marc Bloch voulait justement, et je pense qu'il faut comprendre cette phrase dans ce contexte-là, lui et son comparse Lucien Febvre voulaient absolument que l'histoire devienne un travail de compréhension. D'ailleurs, tantôt, je parlais de mise en récit du passé vécu par les hommes en société. Cette définition a son importance. Ça ne veut pas dire je donne un fait. Voilà. C'est pas une liste de courses, quoi. Exactement. C'est une très très bonne comparaison. Justement, l'histoire veut comprendre comment les choses sont passées, comment elles se sont produites. Mais forcément, ça implique plus de complexité. Et l'historien, en tant que scientifique, en tant que personne qui s'intéresse aux êtres humains, se doit de savoir que, au plus une chose a l'air claire, monolithique, au plus ça doit vouloir dire qu'il y a sans doute un autre point de vue qui va s'opposer, et que là, justement, il y a son travail qui est de creuser pour avoir de la nuance. Parce que les choses ne sont jamais aussi simples que ça. À titre d'exemple, je vais reprendre le cas de la Russie. Dire, et encore très humblement, je n'ai appris que très récemment, dire oui, mais la Russie n'a aucun droit sur les parties de l'Ukraine qu'elle a voulu annexer, c'est scandaleux, c'est bien, dans l'idée qu'on peut défendre, mais c'est pas suffisant. La question à se poser surtout, c'est pourquoi la Russie tenait absolument à ces régions-là. Et là, si on va voir du point de vue russe, il y a aussi une série de questions de cadeaux territoriaux qui avaient été faits, et qu'en un coup, M. Poutine considère que vu que l'Ukraine n'est pas reconnaissante de tout ce qui a été donné par la puissante Russie ou l'URSS, qui sont les cas, c'est légitime de reprendre les cadeaux. Je ne dis pas que ça excuse quoi que ce soit, mais je prétends que c'est une explication. Et si on se place là du point de vue russe, le tout de nouveau alimenté par toute une série de mémoires qui pourraient être revanchables, qui pourraient être de justifier un passé plus glorieux et tout ça,
ça s'explique. Mais si on se contente de dire, bah non, c'est comme ça, il y a des gentils, des méchants, c'est très simple. Le camp du bien, le camp du mal. Voilà, je pense que là, on perd en fait tout lien avec la réalité. Ici, j'ai opposé réalité et vérité dans ma conception. Après, tu me diras sans doute que d'un point de vue philosophique, on va les définir autrement, mais dans le sens où je l'entends ici, pour moi, il y a toute une série de vérités qui peuvent être personnelles, qui peuvent être des vérités communautaires ou quoi, mais elles ne vont pas forcément rencontrer la réalité historique. Et pour avoir la réalité historique, il faut aller voir ces différents points de vue. Il faut les comprendre, savoir comment ça se construit, et ne pas se contenter d'un seul regard, d'une seule lecture. Et là, je pense que c'est là-dessus que Marc Bloch voulait attirer notre attention, c'est que si les choses ont l'air trop simples, c'est qu'on manque de nuances. Et là, il faut aller chercher ces nuances pour vraiment comprendre ce qui se passe, ou ce qui s'est passé. J'adhère à ce que tu dis, notamment sur la notion de nuance. C'est sûr que lorsque l'on a une seule perspective, on peut créer une seule narration et à partir de cette seule narration, utiliser cette dernière comme seule ligne de conduite. Et cette ligne de conduite peut devenir même une norme sociale, politique, etc. Et à partir de cette dernière, on peut vraiment tout en faire découler. C'est-à-dire qu'à partir du moment qu'une seule ligne directrice et une seule narration devient légitime juste sous le couvert de comme quoi elle a été acquise comme telle et assise comme telle, l'idée même de changer de paire de lunettes et de se placer dans une autre perspective n'est même pas envisageable. C'est d'ailleurs ce qui se passe dans 1984, lorsqu'il y a une réécriture de l'histoire à travers le personnage principal, Winston, qui travaille pour le fameux ministère de la vérité. Donc pour ceux qui ont lu le livre ou qui connaissent l'ouvrage et qui savent que finalement il y a une réécriture de l'histoire, une révision de l'histoire dans cet ouvrage, et que c'est un des enjeux les plus importants et clairement visionnaires de l'auteur sur ce sujet. Et donc, si je comprends bien, John, pour être sûr d'avoir bien suivi tes propos, l'historien doit détenir quelque part une boîte avec plusieurs paires de lunettes, plusieurs paires de lentilles de contact, importe la métaphore, et doit les ajuster et les changer constamment afin d'avoir le plus d'informations possible. Tout à fait. Mais du coup, ça implique aussi, je dis ça pour les potentiels étudiants en histoire, ça implique aussi, et c'est vrai qu'on le répète dès la première bac, mais ça a l'air rébarbatif, mais l'importance des langues est fondamentale aussi. Par l'accès à une langue, par la maîtrise d'une langue, j'accède à toute une série d'éléments culturels, toute une série d'éléments mémoriels, toute une série de points de vue différents. Et pour comprendre quelqu'un, parfois il faut être capable de se mettre dans sa tête. C'est là qu'on retrouve ce que j'expliquais aussi à mes élèves, voir dans les yeux de l'autre. Si je ne vois pas dans ses yeux, si je ne suis pas capable de me mettre dans ses chaussures, pour reprendre l'expression plus habituelle, je ne peux pas le comprendre en fait. Et si je me positionne en permanence par opposition à lui, je ne le comprendrai jamais. Il faut que je connaisse pour comprendre, il faut que je comprenne pour connaître. Tout à fait. Magnifique. Mais écoute, je vais encore une fois faire une bifurcation, si tu veux bien. Mais avant de passer à cela, nous allons faire une petite pause, si cela te va. Et nous allons bifurquer vers la politique juste après, notamment les questions de politique européenne, parce que je sais que c'est un sujet que tu aimes particulièrement. Énormément, oui. À tout de suite.